Comme vous le voyez, c'est encore une fois un midi de l'IREMO en pleine actualité, presque brûlante, enfin pas tout à fait brûlante justement, c'est ce dont on va parler. Vous vous souvenez de l'attaque iranienne ou houthi, peu importe, sur les raffineries saoudiennes. On s'attendait évidemment à une riposte, aucune riposte, ni saoudienne, ni israélienne. Il est vrai que Netanyahou était pris entre élection et prison, on ne sait pas très bien où il en est. Il n'est pas encore propriétaire des raffineries, enfin on ne sait pas exactement. Mais... S'il paraît qu'on va privatiser l'Aramco, donc on ne sait pas très bien qui achètera ce qui sera privatisé. Et pas non plus, surtout, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, américaine. Quelques sanctions de plus, quelques GIs de plus, mais rien d'autre. On pourrait aussi prendre l'exemple de l'Afghanistan, où Trump est en train de négocier avec des gens qui, en même temps, font des attentats contre des troupes américaines. Et il continue à négocier. On pourrait parler de la Syrie avec la décision prise, et puis visiblement un peu regrettée, de laisser Erdogan régler son compte aux Kurdes, ce dont Erdogan rêve depuis très longtemps. Bref, on a l'impression, je résume ça comme ça pour me faire comprendre, qu'on croyait avoir affaire à Sylvester Stallone, et on a plutôt affaire à Aldo Maccione. Voilà. Alors, est-ce que cette formule est juste? C'est au fond un peu la question qu'on va poser à Sylvain Sipel. Sylvain est journaliste, il est membre d'Orient 21. Il a été correspondant du Monde à New York de 2007 à 2013. Et il était, à l'époque, il faisait partie de la rédaction en chef du Monde. C'était avant Kretinsky, hein? Oui, c'était avant Kretinsky, oui. Voilà. Il a aussi été directeur... Même avant les actuels. Même avant Niel et Pigasse, voilà. Oui, et Berger à l'époque. Oui, voilà. Oui. Bref, c'était il y a longtemps. Et encore plus longtemps avant, Sylvain avait été directeur de Courrier International. Il a fait aussi 2 livres. Un qui s'appelle Un nouveau rêve américain en 2015, je crois, chez Autrement. En 2015, avec un sous-titre qui est plus important que le titre, qui ne dit rien, qui était La fin de l'Amérique blanche, point d'interrogation. Voilà, La fin de l'Amérique blanche. Et un autre livre qu'il faut absolument avoir lu pour comprendre quelque chose à la société israélienne, et qui s'appelait Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse, à la découverte en 2006. Et puis il va publier en février un livre dont le titre est encore un mystère. En débat. En débat avec l'éditeur, et qui portera sur l'évolution de la société israélienne, d'Israël, depuis la seconde intifada, et les répercussions de cette évolution sur les... je ne sais pas comment il faut les appeler, pour aller vite, disons, les communautés juives à travers le monde. J'aime pas trop le mot communauté. On commence avec communauté, on finit avec délation, et on regarde Macron. Voilà. Donc, pour organiser notre séance, c'est comme d'habitude. Donc, tu as... J'ai pas l'habitude, mais alors... Mais moi, je te le dis. Donc, tu as 30 minutes, 35 minutes, si tu veux, pour introduire un peu le débat. Okay. Et puis ensuite, c'est à nos amis de t'approuver, de te désapprouver, de siffler, d'applaudir, enfin, c'est comme ils veulent, pour essayer de te pousser dans tes retranchements. On n'est pas encore en Turquie. Voilà, on n'est pas encore en Turquie, on peut encore parler librement. Mais enfin, quand même, le président est là pour nous écouter, pas Macron, Jean-Paul Chagnolo veille. Voilà. C'est à toi. Non mais... Honnêtement, parler de Trump, c'est plus que compliqué, parce que
On a le sentiment que chaque jour, on pourrait dire d'autres choses et que trouver une cohérence est presque impossible. Et puis, lui-même disant d'un jour à l'autre des choses extrêmement contraires, essayer de dégager une cohérence à la fois de cette personne et de la politique qu'il mène est vraisemblablement une des choses les plus difficiles qu'un politiste. Alors, on peut commencer par exemple je ne sais pas si vous avez vu la déclaration qu'a fait, enfin le tweet qu'a fait Trump le surlendemain du jour de son premier tweet annonçant de facto qu'il autorise les forces d'Erdogan, qu'il ne s'opposera pas à l'entrée des forces, qu'il ne prend pas position sur une éventuelle entrée des forces turques pour instaurer une zone de protection quand même de 450 km de large et de 45 km de profondeur. Donc c'est un sacré morceau. C'est grand. En Syrie. En Syrie. C'est grand comme l'Aquitaine, hein, au total. Donc c'est pas un bout de territoire. Et donc il dit que l'Amérique ne prend pas de position. Et ne pas prendre position face à une invasion militaire, c'est une manière de prendre une position. C'est une manière d'avaliser voilà. Et donc, le Congrès va se révolter, américain, et il va se retrouver, surtout le Pentagone va lui dire qu'il ne marche pas dans cette affaire et qu'il n'est pas possible de poursuivre sur cette voie. Il ne se déjuge jamais. Donc il va dire qu'il avait raison et qu'il y aura quand même un retrait. Ah oui, parce qu'évidemment, par la même occasion, il annonce le retrait des forces américaines de Syrie. Et donc, 2 jours après, il fait un nouveau tweet et il a une phrase absolument sidérante, je vais essayer de la retrouver exactement, où il parle de sa sagesse. Vous l'avez lu ? Vous l'avez lu. Bon, alors je ne vous apprends rien. Donc, mon incommensurable sagesse. Mon incommensurable sagesse. Et là, on se dit quand même on peut chercher des cohérences, on peut chercher des logiques. Il y a indubitablement une dimension. Moi, je ne sais pas mon métier d'être psychologue, mais là, pour le coup, il y a une dimension psychologique. C'est vrai de n'importe quel homme politique. Il y a toujours une dimension psychologique chez chacun d'entre nous, dans nos comportements, nos attitudes. Mais là, on a l'impression d'avoir affaire à une personne qui a un pouvoir absolument incommensurable. Là, pour le coup, incommensurable. C'est pas seulement sa sagesse qui l'est, mais c'est son pouvoir. Et oui, il y a un problème ? Oui, okay. Alors chez moi, je l'entends plus, le micro. Et donc, on se rend compte de la difficulté tout de même à aborder le personnage. Alors, ce qu'il a fait sur l'affaire turque, là, en espèce de 2 jours, ça montre quand même à la fois la part que joue la personnalité même de Trump. Parce qu'il faut quand même savoir que ça impacte toute la manière dont il mène sa politique internationale. Il l'a fait sans réunir personne. Il l'a fait sans prévenir ni le Pentagone, ni le département d'État, c'est-à-dire les 2 principales institutions qui sont supposées s'occuper de politique internationale. Dans l'ordre inverse, normalement. Donc il l'a fait parce qu'il a jugé le moment favorable pour le faire. Alors, si on cherche une cohérence, il l'a fait parce que ça correspond à ce qu'il dit depuis le premier jour, que les Américains n'ont pas vocation à rester en Syrie et que les Américains doivent en sortir et qu'il ne faut pas laisser de forces américaines. Il veut bien laisser 50 soldats pour faire semblant, mais il veut retirer ses troupes. Et il faut rappeler que ces troupes ne sont pas nombreuses. Elles sont stratégiquement importantes, il y a des endroits importants, mais c'est à peu près 2000 spécialistes. C'est ça, actuellement, les forces américaines en Syrie. Ça n'est rien de plus. Et donc, ça répond à une cohérence qui, elle, est connue, qui n'est pas neuve. Mais en revanche, la manière dont il procède, elle est tout à fait inattendue, imprévisible. Et oui, c'est ça, j'ai retrouvé sa phrase, c'est ma grande et inégalable sagesse. Et ça, c'est quelque chose on peut en sourire, mais je pense que ça inquiète
autant que ça fait sourire. Et je commence par ça parce que c'est très difficile de faire une conférence sur Trump sans commencer par évoquer cet aspect qui, moi, me semble... Parce qu'on a l'impression à la fois de quelqu'un qui, finalement, on vient de parler, on a dit, il est plus Aldo Macione que Stallone. Oui, il est plus Aldo Macione que Stallone. Parce que ce n'est pas la première fois que Trump agit comme ça. Il faut rappeler quand même que Trump agit toujours de la même façon. C'est-à-dire, pour donner un exemple que tout le monde a assez facile à comprendre, il a fait ça toute sa vie. Quand on connaît bien la biographie de Trump, il a fait ça toute sa vie. C'est-à-dire qu'il commence par être extraordinairement menaçant. Il a dit à la tribune des Nations Unies qu'il allait araser la Corée du Nord. Il a fini par signer avec la Corée du Nord un accord qui était en deçà de ce qu'Obama avait obtenu de la Corée du Nord et qu'il a présenté comme un accord absolument extraordinaire. Donc, sa personnalité pose une série de problèmes. Il y a un cas pathologique dont on ne peut pas faire... On est tous des cas pathologiques, mais dans le sien, dans son cas à lui, on est obligé de prendre la mesure de cette dimension-là beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup plus que d'habitude. Avant de passer au Moyen-Orient, je voudrais quand même m'attarder là-dessus et donner quelques grandes lignes de compréhension de la manière dont il fonctionne. Je pense que l'élément majeur est lié à ce dont je viens de parler, qui est à dire le rapport à la force. Il fait de la force et de l'usage de la force et de l'imposition de la force. Il en fait... Alors, je vais commencer différemment. Il faut comprendre une chose très importante quand même aux États-Unis, c'est que moi, une de mes expériences, j'ai beaucoup aimé mon travail pendant les 6 années, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui m'ont, je dirais, choqué. Il y a une sorte de... Si on exclut des îlots aux États-Unis, qui sont les grandes villes essentiellement, New York, Los Angeles, etc., San Francisco, des choses comme ça, mais sinon, il y a une intelligentsia extraordinaire, mais il y a un handicap sidérant qui est la binarité. C'est-à-dire l'absence de nuances. On est bon ou on est méchant. Et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. On est l'un ou l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est, sans faire de grandes analyses sur les origines des États-Unis, mais c'est quelque chose qui est incroyablement marquant et beaucoup plus marquant que ça n'est dans nos sociétés européennes, par exemple. Il y a toutes sortes d'explications, mais en tout cas, il faut tenir compte de cet élément-là, parce que chez Trump, ça prend une dimension tout à fait, sans faire de litote, surdimensionnée. C'est-à-dire, ça va au-delà, il ne connaît qu'avec moi contre moi, ami, ennemi, etc., blanc, noir. C'est quelque chose de... Il n'a pas de vision nuancée à aucun moment. Ça, c'est quand même un élément clé. La deuxième chose, c'est la question de la force, le regard qu'il porte sur l'usage de la force. Pas forcément son usage matériel, mais le rapport de force. Il est absolument convaincu, et rien ne l'en fera démordre, car il a agi dans le business comme il agit aujourd'hui, de tout temps, et qu'il a eu des échecs absolument innombrables, qui ne l'ont jamais fait évoluer sur cette question-là. On va commencer par dire qu'on va araser la Corée du Nord. On va montrer les crocs. On va impressionner. On va insulter. Et puis, il avait insulté le Kim de manière grossière. Non pas que le personnage soit très ragoûtant, mais peu importe. Et ensuite, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Il avait fait une université à New York, 3000 élèves,
Les gens devaient payer entre 3 000 et 30 000 $ pour s'inscrire. C'était évidemment privé. C'était une escroquerie. Il y a eu ce qu'on appelle une class action, c'est-à-dire voilà, un procès collectif. Et il y a eu, je ne sais plus combien, des milliers d'étudiants qui se sont joints à la procédure. Il a fait une déclaration. D'abord, il a demandé la dessaisie du juge, et le motif était qu'il n'était pas neutre, parce qu'il était hispanique. Ça, c'est Ensuite, il a demandé 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Et puis, le temps a passé. Et ça, évidemment, quand il a demandé 100 millions de dollars, c'était la première page du New York Times. Trump attaque. 2 ans après, en page 17, en bas de page et en quelques lignes dans le New York Times, on apprenait qu'il avait sorti de sa poche 20 millions de dollars pour payer les indemnités aux étudiants. Et donc, si vous voulez, ce qui compte, ça n'est pas la réalité matérielle, c'est l'apparence de la chose. Ce qui compte, c'est de pouvoir dire, après une rencontre avec Kim, nous avons un accord absolument extraordinaire, même si en réalité cet accord est en deçà de l'accord qu'avait pu obtenir Obama avec les Coréens du Nord. Après la force, il y a un deuxième élément qui me semble très important, parce que ça explique pas mal les attitudes de Trump. Et alors là, on commence à s'approcher du Moyen-Orient. C'est le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent est très fondamental chez lui. Il n'y a pas de problème qui ne puisse être résolu avec l'argent. L'argent solutionne tout. Quand il négocie avec les talibans, la première chose qu'il leur propose, c'est évidemment de l'argent. Il y a une Fata Morgana qui est très ancienne. C'est un pipeline qui passerait par l'Afghanistan dont le pays serait bénéficiaire et qui leur apporterait de l'argent. Mais ça, c'est une proposition américaine qui a 30 ans et qui, de manière récurrente, à chaque fois qu'on négocie avec les talibans, on leur propose la présence de ce pipeline. Quand il négocie avec les Iraniens, il tape d'abord sur l'argent, c'est des sanctions. Quand il veut empêcher, pour soumettre les Iraniens, la chose qu'il fait, c'est d'abord de serrer la vis. Et quand il veut faire avancer son deal du siècle, son accord du siècle entre Palestiniens et Israéliens, la chose qu'il fait, c'est de faire pression en arrêtant le versement américain à l'ONU pour l'agence des réfugiés, pour l'agence spécialisée pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, et ensuite même il fait couper des subventions aux Palestiniens. Il pense que l'argent solutionne tout et il pense que l'argent est l'instrument pour tout solutionner. Donc quand il est face à une situation, il regarde par le biais de l'argent, et c'est le regard qu'il va porter. C'est l'argent qui va peser. Et l'idée, par exemple, parce qu'il y a quand même des gens qui lui ont dit qu'il y a peu de chances que les Iraniens... Ah oui, évidemment, le dernier exemple a été sur l'Iran. La manière d'amener les Iraniens à capituler était à travers les pressions financières et les sanctions. Je suppose qu'il y a eu dans son entourage des gens qui lui ont dit « Monsieur le Président, faites un peu attention parce qu'avec les Iraniens, c'est pas simple. » Et d'ailleurs, si c'était si simple avec les Palestiniens, il y a longtemps que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Et a priori, on ne voit pas pourquoi ils accepteraient ce qu'ils ont refusé. On sait ce qu'ils veulent, vous savez. Et ça ne commence pas avec l'argent, ça commence avec autre chose. Bon. Je pense qu'il est convaincu du contraire. Et réellement, ce n'est pas une posture, ce n'est pas une position. Peut-être parce qu'il ne connaît rien d'autre. Peut-être parce qu'il ne connaît rien d'autre. Mais en tout cas, c'est chez lui une conviction extraordinairement ancrée. Quand il est face à un échec, par exemple les pressions iraniennes sur l'Iran, c'est-à-dire que ceux qui lui ont dit l'Iran va être dans une position beaucoup plus... Et l'Iran se trouve dans une position économique bien plus difficile depuis que Trump est là. Mais il n'empêche que, contrairement à son attente, non seulement les Iraniens n'ont pas... on va y venir plus tard, n'ont pas capitulé, mais ils l'ont mis dans une position beaucoup plus difficile qu'ils n'auraient jamais imaginé. Il
il y a un troisième aspect que j'ai évoqué, à mon avis, qui est très important, mais je ne vais pas y revenir dessus, c'est que la réalité, c'est... L'important, ça n'est pas la réalité. L'important, c'est le message. L'important, c'est l'apparence. Il faut quand même se rappeler de quelque chose. Il faut savoir d'où il vient. Il vient de l'immobilier des casinos. Son monde, c'est ça. C'est-à-dire les deux milieux, c'est pas seulement vrai aux États-Unis, c'est vrai absolument partout, où, disons, le niveau de la corruption est le plus important. Ce sont les secteurs d'activité économique dans lesquels la corruption joue un rôle majeur. Et il a toujours vécu dans ce milieu-là, avant d'arriver au pouvoir politique. Avec un papa au Ku Klux Klan, quand même. Alors, je ne sais pas s'il y était, en tout cas, il était il a arrêté. Il a été, oui, enfin, il a une fascination avérée pour le Ku Klux Klan. Et c'est un autre aspect, on pourrait rentrer dans on peut en parler beaucoup, mais c'est vrai, il a des attitudes ambivalentes sur beaucoup de choses. Il peut être à la fois sur les juifs, sur les noirs par exemple, il va être antisémite à certains moments, évidemment, il est d'un racisme épouvantable vis-à-vis des noirs. À d'autres moments, il va rappeler que qu'il a une fille mariée un juif, qu'il a des petits-enfants juifs, et qu'il a plein d'amis parmi les acteurs noirs, et que, etc., et qu'il est l'homme, comme il l'a dit à plusieurs reprises, la moins raciste du monde, etc. Donc, mais pour en revenir au monde d'où il vient, qui est ce monde-là, le monde de l'immobilier et des casinos, c'est quelqu'un qui, effectivement, il faut se rappeler qu'il a fait 6 faillites frauduleuses. Il a fait 6 faillites frauduleuses dans sa carrière économique. Enfin, c'est... voilà. Donc, il s'en était vanté dans une interview à Newsweek. Il avait dit, je suis le roi de la faillite, à chaque fois je m'en sors, et sans perdre un sou, c'est formidable. Voilà. Et je pense qu'il y a un dernier sujet qui est un sujet peut-être un peu compliqué, mais qui, à mon avis, est quand même important. Je ne sais pas s'il n'a pas d'affect, mais en tout cas, il n'a pas l'affect que nous avons. Il a un rapport à l'affect qui est absolument différent. Quand il s'avère que Netanyahou a perdu les élections, il est à Los Angeles. Et un journaliste lui demande, c'est quelques heures plus tard, « Alors, vous avez appelé votre grand ami Netanyahou ?» Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond « Non ». Alors il dit « Ah bon, pourquoi ?» Il dit « Mais je n'ai pas une relation avec Netanyahou, j'ai une relation avec Israël. » Donc, si vous voulez, si Netanyahou a pu croire une seule seconde qu'il était le chouchou de la Maison-Blanche, que tout... Trump est comme ça. Vous savez, il a été éduqué sur le plan, pas seulement politique. Son mentor était un avocat d'extrême droite américain qui s'appelait Roy Cohn, et qui a joué un rôle, il était très jeune comme avocat, il a été le principal procureur de McCarthy dans les années 50. Et dans les années 70, il s'est avéré que ce Roy Cohn était un homosexuel caché et qu'il avait le sida. C'était quand même son mentor, c'est l'homme qui lui a tout appris en politique, et c'est l'homme qui l'a formé, qui l'a fait sauter sur ses genoux quand il était adolescent, et il lui a dit, il a, dans la seconde, rompu toute relation avec lui, totalement. Et Roy Cohn a dit de Trump, cet homme pisse de la glace, et pisse des glaçons. Voilà. C'est ça l'affect de Trump. Et c'est quelque chose qui joue énormément. Il n'a pas d'amis, d'ennemis. Il a une relation intéressée, utilitariste à toute chose. On va peut-être en arriver quand même à parler un peu de Trump, acteur du politique et de ce qui se passe. On va commencer par l'Iran parce que je pense que, comme pour Obama, l'Iran a été, à ses yeux, la question clé, la question essentielle à régler, et celle qui permettait de régler les autres. Honnêtement, s'il en était resté à ça,
c'est ce que pensent à peu près la plupart des connaisseurs de la région. C'est-à-dire que quand on regarde le Moyen-Orient aujourd'hui, on voit qu'il y a une puissance émergente et qu'elle s'appelle l'Iran. Et que le monde sunnite est dans l'incapacité aujourd'hui de concurrencer cette émergence et de l'affaiblir, tout seul. Et donc, de partir du principe que la question à régler, c'est la question iranienne, me semble tout à fait logique. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte sur le pourquoi de l'attitude de Trump. On va le retrouver sur d'autres terrains. Parce qu'en vérité, d'abord, c'est pas seulement que comme Obama, il pense que la question clé, c'est l'Iran, mais il va, comme dans le cas de la Syrie, comme dans le cas de l'Afghanistan, comme dans le cas de toute une série d'autres thématiques, il va faire de manière très radicale l'inverse de ce qu'avait entrepris et de la voie qu'avait commencé à ouvrir Obama. Il suffit de dire ça. Après, on peut arguer de savoir est-ce que c'est dû à son tempérament, à ses convictions. Est-ce que c'est dû au fait que, comme qui est ma conviction personnelle, c'est que chez Trump, il n'y a quasiment pas de réflexion géopolitique internationale. Il n'y a qu'une réflexion internationale fondée sur ses intérêts, et avant tout ses intérêts électoraux aux États-Unis. C'est son image et sa base électorale. Comment satisfaire sa base électorale? Parce que, voilà, on rentre dans un autre domaine, mais en 2 phrases, toute sa stratégie de conquête du pouvoir et de réélection possible est fondée sur le fait que s'il est majoritaire à droite, il peut repasser. Parce que, face aux démocrates, les républicains finiront par s'aligner et ceux qu'on appelle les indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni républicains ni démocrates, qui sont très généralement des gens qui sont sur les questions sociétales proches des démocrates et les questions économiques proches des républicains. Voilà. Bon. Eh bien, ils pensent que c'est le seul moyen, comme ça a été le seul moyen de gagner, c'est le seul moyen de regagner. Donc, par exemple, quand il reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qu'aucun État n'a fait. Il y en a eu 2-3 dans l'histoire, mais à ce jour, plus aucun n'avait une ambassade à Jérusalem. Et c'est une décision très ancienne de l'ONU. Quand il le fait, il sait qu'il le fait, pas du tout. Bon, ça fait plaisir à Netanyahou et aux Israéliens qui l'acclament, mais c'est pas ça son principal objectif. Son principal objectif, c'est les évangélistes. Là, il donne un gage aux évangélistes. Et à chaque fois qu'il prend ce genre de décision, il a fait un cadeau quand il a reconnu, par exemple, le Golan. Quand il a reconnu l'annexion du Golan, là, c'était vraiment un cadeau électoral à Netanyahou pour l'aider avant les élections d'avril dernier. Ce qu'il n'a pas refait cette fois-ci. Mais en revanche, quand il fait Jérusalem, ça n'a aucun rapport. La seule chose qu'il a en tête, c'est la question de la réélection et la question des évangélistes. Et comment satisfaire l'attente des évangélistes. Je vais en revenir à l'Iran. Tout de même, au G7, il y a un tournant qui se passe. Pas seulement parce que Javad Zarif est invité, mais parce que immédiatement après, Trump va soudainement découvrir que Téhéran a abaissé son soutien au terrorisme. Il commence à parler d'un accord possible avec l'Iran, en disant que ce serait formidable et qu'on pourrait l'avoir en quelques semaines d'ailleurs. Il place il fait de l'alliance qu'il a tant souhaité, forger, alimenter, c'est-à-dire l'alliance entre les monarchies sunnites, à commencer par l'Arabie Saoudite, et Israël comme les 2 piliers de la présence américaine. Et les 2 piliers qui vont de pair avec l'idée du retrait parce que si le retrait du Moyen-Orient se fait dans une situation où les 2 principales puissances régnantes sont l'Arabie Saoudite et Israël, d'une certaine manière, c'est une extraordinaire victoire politique. Et donc,
il commence à dire que finalement, on va négocier. C'est la Maison-Blanche qui diffuse l'idée qu'il pourrait y avoir un rendez-vous à l'ONU entre Rouhani et Trump, qui sera très vite cassé par Khamenei, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient de la Maison-Blanche. C'est peu dire que chez MBS et chez Netanyahou, les réactions sont inquiètes et au-delà de l'inquiétude. Les Israéliens vont faire passer toute une série de messages par le State Department, et pas seulement chez Trump. Il faut rappeler que c'est en pleine période de campagne électorale. Il y a une sortie d'un général israélien qui s'appelle Ya'alon, qui a été l'ancien ministre de la Défense de Netanyahou, mais qui maintenant est dans un autre parti, voilà, est devenu un centriste centre-droit. Enfin, il est dans le grand parti qui s'oppose aujourd'hui à Netanyahou, les Bleus et Blancs. Fait une sortie en disant que Trump ne comprend rien ni à l'Iran, ni au Moyen-Orient d'ailleurs. La réaction de Netanyahou, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui consiste à sortir des éléments de preuve que l'Iran a recommencé, etc. Tout ça fait un flop absolument total. Il n'y a quasiment pas de reprise aux États-Unis, pas de reprise télévisée. Alors que dans des phases précédentes, ça avait fait un barouf absolument énorme. Cette fois-ci, ça tombe totalement à plat. Ça lui fait comprendre quand même que cette stratégie, plus personne ne sait ce qu'il en reste et où exactement va Trump. Une des premières réactions, ça va être MBS, Mohammed Ben Salman, celui qui est le régnant officieux en Arabie Saoudite. Il fait une déclaration à 60 Minutes, qui est la grande émission, enfin, c'était, je dirais, la grande émission d'information américaine. Ça ne l'est plus depuis longtemps parce que c'est beaucoup trop diffusé, mais ça reste une émission importante. MBS déclare donc qu'il est absolument hostile à toute confrontation militaire avec l'Iran. Ah oui, entre-temps, Bolton a été viré. Et Bolton, c'est-à-dire l'homme du Conseil de sécurité nationale, a été viré. Et c'est pas seulement qu'il a été viré. Trump déclare publiquement le motif, c'est qu'il était trop dur. C'est qu'il était trop dur. C'est-à-dire, c'est la ligne Bolton qui a été retoquée. Mais de ce point de vue-là, Trump n'est pas très différent de beaucoup d'hommes politiques et de beaucoup de présidents. Bon, il a plusieurs fers au feu en permanence et il a donc dans le personnel politique qui l'entoure. Donc tout le personnel politique qui entoure Trump n'est pas forcément. On parlait d'un axe Bolton-Pompeo. Bon, Bolton, ce qui le singularise, c'est qu'il est vraiment l'expression d'une forme du nationalisme américain historique. Il est un nationaliste. De ce point de vue-là, il a été choisi pour ça parce que Trump se définit lui-même comme nationaliste. En revanche, quand il comprend que toute sa stratégie vis-à-vis de l'Iran ne mène à rien et que ça ne permet pas de mettre l'Iran à genoux, il peut rompre avec une brutalité, une soudaineté absolument sidérante. Et MBS va le comprendre très vite. Très très vite, il va faire cette déclaration, il va dire qu'il exclut toute confrontation armée. Et ensuite, il y a une série d'événements qui vont quand même montrer à Trump quelle est la voie à suivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a d'abord des frappes qui ont lieu dans les 3 d'Ormuz contre 2 pétroliers. Le sens, pour faire très court, le sens est assez simple à comprendre, c'est que si jamais vraiment... Non, le sens, je dirais, le message au plus court consiste à dire si nous ne pouvons pas exporter une goutte de pétrole, personne ne pourra en exporter. Donc, ce sera comme ça ou pas. Et il ne tient qu'à vous que ça ne le soit pas. Mais si nous ne pouvons pas exporter de pétrole, alors personne d'autre ne le pourra. Et d'autre part, c'est aussi un... Nous étant l'Iran. Nous étant l'Iran. D'autre part, on voit déjà la réaction de Trump.
La réaction de Trump consiste à ne pas réagir. Quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, il y a les attaques revendiquées par les Houthis, c'est-à-dire ceux qui détiennent actuellement le gouvernement au Yémen, contre qui se bat l'Arabie Saoudite. Et donc, ces bombardements, je crois que c'était le 14 septembre, ces bombardements placent Trump dans une position où il doit faire quelque chose, dans un sens ou dans un autre. Dans un sens ou dans un autre. Il a, dans son entourage, très peu, il y en a, mais très peu de personnes lui disent qu'il faut une réaction militaire. Très peu de gens aux États-Unis, et il est confronté lui-même à cette situation où, hormis, alors quand je dis autour de lui, je parle de la Maison-Blanche, je ne parle pas du Congrès, par exemple. Il y a beaucoup plus de voix au Congrès qui exigent une réaction militaire, beaucoup plus. Mais dans son entourage, et ceux à qui il fait confiance, c'est quand même les gens qu'il a nommés, c'est les gens qui composent la Maison-Blanche, très peu de gens lui conseillent des mesures de rétorsion. Et des mesures de rétorsion qui ne soient pas minables, parce que ce serait le pire. Le résultat va être une totale inaction, c'est-à-dire une totale absence de réaction, y compris politique. Humiliation. Y compris politique. Humiliation. C'est une forme d'humiliation, c'est aussi l'espoir que les choses vont passer, et surtout c'est un message, en tout cas ça se veut être un message. Il faut quand même se souvenir qu'on est, je crois, une semaine avant l'ONU. C'est une semaine avant l'Assemblée générale de l'ONU. Donc Trump peut se dire, si je fais un geste, si je ne fais rien, je peux espérer quelque chose à l'ONU. C'est-à-dire une rencontre avec Rouhani. Il ne l'aura pas, bien évidemment, il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas parce que, au fond, quel est le problème qui est posé à Trump? Le problème qu'il affronte, c'est qu'il a dit aux Iraniens, j'irai jusqu'au bout, je vais vous écraser, je vais vous serrer le kiki tellement que vous n'aurez plus rien à manger. Et donc, vous allez être obligé de vous mettre à genoux. Et le résultat, c'est que si ça ne marche pas, on fait quoi? Eh bien, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que le plan de l'offensive militaire est exclu parce qu'autour de lui, un nombre incalculable de généraux lui disent « mais on peut aller bombarder ». Mais on prend un risque de crise pétrolière mondiale peut-être d'une dimension incommensurable. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fera en bombardant? Alors on peut taper ici, taper là, on va repousser de 2 ans la capacité iranienne, mais on aura à coup sûr une relance de la recherche iranienne. Ça, dès lors, ce sera certain. Là, aujourd'hui, on se pose la question, les Iraniens menacent et disent, réfléchissez bien à ce que vous faites, nous allons reprendre nos travaux, parce que finalement, si l'accord est caduc, alors il est caduc. Et donc, s'il y a une offensive, quel est le but précis de cette offensive? À défaut de réponse, la réponse pratique, c'est qu'il n'y a ni offensive diplomatique, puisque, effectivement, rien ne se passe à l'ONU. Combien il me reste? 10 minutes? Oui. 5. Plutôt Allez, 5 que 10. Oui. De 5 que 10. Alors, je vais sauter des choses, parce que je voudrais dire 2 mots de... Non, bon. Non, mais ça va. Vox Populi. Bon, je vais aller plus vite. Je vais dire un mot de l'alliance Trump, de la négociation avec les talibans. Je n'ai pas la clé de l'explication. C'est-à-dire, pourquoi, pas seulement les grands journaux américains, absolument tout le monde est convaincu qu'il va y avoir signature d'un accord entre les talibans et qu'on va annoncer un accord entre les talibans. C'est-à-dire, pour mettre fin à la guerre qui a été, on l'oublie parfois, ça n'a pas été la guerre la plus meurtrière dans laquelle les Américains ont été investis, mais ça a été la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis. Et c'est-à-dire d'un pays qui a, il faut quand même le rappeler, qui d'une manière ou d'une autre a quasiment toujours été en guerre. Je ferme la parenthèse. C'est la guerre la plus longue qu'ont connue les États-Unis. Et
elle se termine par un fiasco catastrophique, puisqu'il faut rappeler qu'ils sont intervenus pour jeter dehors les talibans et le pouvoir des talibans après le 11 septembre, et que le résultat de cette guerre est négocier les conditions d'un retour des talibans au pouvoir. Il faut admettre que dans le cas de l'Afghanistan, les responsabilités de Trump sont relativement réduites. Il a hérité d'une situation. Au fond, il a continué la ligne Obama qui consistait à penser qu'il fallait à un moment, il fallait organiser un départ, mais il ne fallait pas y rester. Alors je suppose qu'Obama n'aurait pas dit, pour annoncer le retrait des troupes américaines, excusez-moi, il a dit ça par rapport à... Je confonds avec autre chose, il a dit par rapport aux Kurdes et aux Turcs, il a parlé des pays qui sont sans cesse en guerre tribale. Et donc mais vis-à-vis de l'Afghanistan, il a hérité de cette position et il a très vite compris, parce que c'est à peu près ce que lui ont dit toutes les sources auxquelles il avait accès, que la possibilité d'empêcher les talibans de reprendre d'une manière ou d'une autre le pouvoir était presque proche, infinitésimale, sinon proche du zéro. Et donc, mais il n'empêche que là encore, il a cherché à négocier, et il a cherché à négocier en axant la négociation sur les avantages financiers, et que les talibans lui ont imposé la politique d'abord, et on verra plus tard pour le reste. Et c'est ça qui a fait... Alors je ne sais pas pourquoi Trump a annoncé la rupture des négociations avant l'Assemblée générale de l'ONU, mais en fait, mon pronostic, c'est que ça va reprendre à un moment ou à un autre, et visiblement, le fil n'a pas été complètement rompu, et donc ça continue de débattre, mais je voudrais dire un mot quand même, s'il faut aller vite, d'Israël. Pour ce qui concerne le dossier israélo-palestinien, il a promis l'accord du siècle, il a promis que lui arriverait à faire ce que personne avant lui n'était parvenu à faire, c'est-à-dire régler la question israélo-palestinienne, et il l'a fait en utilisant les deux armes qu'il connaît, c'est-à-dire l'imposition de la force et l'argent. C'est-à-dire qu'il a fermé les bureaux de l'OLP à Washington, enfin il a pris toute une série de mesures pour montrer qu'il pouvait avoir une force de nocivité très importante vis-à-vis des Palestiniens. Et donc, par ailleurs, par le biais de l'Arabie Saoudite, il a fait des promesses financières, y compris visiblement à Abou Mazen à titre personnel. C'est-à-dire qu'il lui a fait comprendre qu'il y trouverait un intérêt majeur s'il acceptait un accord avec Israël aux conditions israéliennes. Et le fils d'Abou Mazen étant quelqu'un qui est, disons les choses, relativement très corrompu, donc il a pu espérer que ça pourrait marcher. Ça n'a pas plus marché que dans les autres cas. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est en train de se passer sur l'Iran et sur l'incapacité de Trump de mener à bien la politique qu'il a voulu suivre et son plan vis-à-vis de l'Iran, c'est peut-être la pire chose qui pouvait arriver aux Israéliens et la meilleure qui puisse arriver aux Palestiniens. Les Palestiniens avaient disparu de l'arène politique, totalement. Ils ne comptaient plus dans la région et personne ne s'en préoccupait. Il y a eu des réunions récentes, il y a eu une réunion sur la Méditerranée récemment, où j'avais lu un article dans la presse israélienne où l'Israélien se disait c'est extraordinaire, on peut rencontrer tous les représentants des pays arabes, tout le monde nous serre la main, c'est formidable, et plus personne ne nous parle des Palestiniens. Je pense aujourd'hui que la question palestinienne, d'une certaine manière, l'affaiblissement de Trump dans la région, c'est la meilleure nouvelle que pouvait attendre, et l'échec de Trump dans la région. Je ne vois pas comment il va présenter, surtout dans la situation intra-israélienne, comment il va présenter son plan. Il va finir son mandat vraisemblablement sans l'avoir présenté. Et il a, je pense, ou alors il est
encore beaucoup plus fou qu'on peut l'imaginer. Je pense qu'il a compris que le plan de mettre à genoux les Palestiniens ne marchait pas plus que celui de mettre à genoux les Iraniens. Alors j'avais tout un dégagement de comparaison entre Trump et Obama. Peut-être qu'on pourra y venir. On va avoir des questions qui vont te relancer. D'accord. Bon, alors dans ces conditions, on va rester là. Je te relance tout de suite vas-y. sur une chose, parce que tu l'as dit et pas dit, et j'aimerais vraiment comprendre ton opinion. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas eu une erreur des observateurs qui ont vu venir à travers Trump une espèce de George Bush, je parle du fils, bis, et pas... Alors je vais loin, hein, peut-être tu vas me taper dessus. Au fond, un Obama bis d'une certaine manière. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que le fond de tout ça, au-delà des problèmes psychologiques et des grilles de lecture mentale de Trump, au fond, il continue le retrait américain d'une manière différente que ne le faisait Obama, mais il continue le retrait. C'est-à-dire la donnée fin ou érosion du leadership américain, comme on a titré l'état du monde de cette année, elle reste la toile de fond de n'importe quel président américain. Alors ça, c'était la conclusion que je voulais faire. Peut-être que Bush a essayé de reconquérir, on voit ce que ça a donné en Irak, en Afghanistan, etc. Obama a essayé de faire un retrait organisé, disons. Avec Trump, c'est un retrait nettement plus bordélique, avec des aspects inquiétants, on ne sait jamais ce qui peut se passer, etc. Mais au fond, lui aussi, il est dans le retrait. Lui aussi, il est dans l'acceptation d'un retour à on va faire la Grande Amérique, et la Grande Amérique, elle est fondamentalement isolationniste. Alors, anti-mondialisation, comme dit Badi tout le temps. Mais ce qui est compliqué, c'est que, je ne sais pas comment dire, par exemple, le football et le basketball, ce sont des jeux de ballon. Mais est-ce que ça suffit à dire, alors finalement, c'est la même chose? Non, parce que les règles sont... C'est pas du tout les mêmes sports. C'est pas du tout les mêmes... Même si les deux se jouent avec un ballon, dire ce sont des jeux de ballon, ça suffit pas pour définir ce que sont le football. Bon. De la même façon, je pense qu'il y a des éléments, effectivement, qui sont vraiment similaires entre Trump et Obama. Je pense que ça n'est pas vrai du néoconservatisme, par exemple. Bien sûr. Mais entre Obama, c'est-à-dire la conviction d'Obama, Obama était absolument convaincu que non pas le déclin américain, mais un replacement de la position américaine dans le monde était inéluctable. Il était déjà à l'œuvre. Il se mettait en place. Et que donc, il était vain de passer son temps à pleurer sur le déclin, et que ce qu'il fallait, c'est trouver la bonne place dans la réorganisation du monde. Négocier. Il fallait négocier. Et le faire par la négociation. Il avait une deuxième chose qui était absolument... et donc, lui aussi, par exemple, pensait que le Moyen-Orient n'était plus un territoire prioritaire d'intérêt pour les États-Unis. Il pensait qu'en le faisant comprendre aux Israéliens, par exemple, ça les amènerait à comprendre que leur intérêt était de parvenir à un accord. Car l'intérêt américain global sur le long terme pour le Moyen-Orient allait baisser et ils y seraient inclus. Il y a un deuxième élément similaire avec Trump, c'est l'importance de la Chine. Autant dans la tête d'Obama, et beaucoup plus que sur les prédécesseurs. Ça n'a pas commencé avec eux. Bush père et Clinton, par exemple, étaient déjà très, très préoccupés par la montée des Chinois. Mais alors, à partir d'Obama, ça devient... Obama a consacré, je dirais, la moitié de ses efforts diplomatiques à une seule région, qui est l'Extrême-Orient. C'est la Chine et l'environnement chinois. C'est ça qui comptait pour Obama. Parce qu'il, à juste titre, pensait que c'était ça, les forces émergentes, et qui allaient devenir à la fois concurrentes et partenaires. On n'est pas là pour parler de la relation américano-chinoise, mais dans cette relation, chacun tient l'autre par le barbichette. C'est-à-dire que chacun y a des intérêts communs et chacun y a des motifs d'hostilité. Trump est convaincu, exactement comme Obama, que ce qui compte, c'est la Chine et l'environnement chinois.
Parce que quand on dit Chine, en fait, il faut parler du Vietnam, de Taïwan, enfin bon, c'est la Corée d'ailleurs. Bon. Donc, Trump, il est comme Obama, il est absolument convaincu que l'adversaire prioritaire, il est là. Et que le Moyen-Orient, il faut sortir de cette pétaudière. Et s'il se fout sur la gueule pendant 100 ans, bon, bah, tant pis, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème, c'est pas le problème de l'Amérique. Il en est vraiment convaincu sauf que la manière dont il fait les choses. D'abord, il part d'un prémisse qui n'est pas du tout celui d'Obama. Moi, Trump, par exemple, je vous donne un exemple parce que c'est un truc qui m'a frappé. Trump est en campagne électorale pour se faire élire. Il est à Pittsburgh. À Pittsburgh, avec Cleveland, c'est l'axe historique de la sidérurgie américaine. C'est la Lorraine et le nord de la France, voilà. Et ça a été la gloire de l'Amérique, etc. La sidérurgie, la métallurgie, deux guerres mondiales, c'était l'arsenal. On le disait aux États-Unis, c'est l'arsenal des États-Unis. Et il parle à Pittsburgh, donc il choisit Pittsburgh. Et il dit: je restaurerai la grandeur de la sidérurgie américaine. Si quelqu'un imagine ce qu'on peut imaginer, non, mais les États-Unis sont une économie en effondrement sur le plan de sa structure. En particulier, par exemple, les États-Unis ne produisent que 10% de ce qu'ils consomment. Un peu moins maintenant même, 9 à 10% de ce qu'ils consomment. C'est-à-dire qu'ils achètent tout. Tout ce qu'ils consomment, ils l'achètent. À crédit. À crédit. À crédit. Donc, tous les grands pays industriels ont vu leur production industrielle, de biens industriels, baisser. Y compris la France. Le pays qui a le plus vu, ça a été, disons, dans les grands pays, ça a été la Grande-Bretagne, et le pays qui l'a le moins vu, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est à 25%, la France est à 17-18%, la Grande-Bretagne est à 13 ou 14%. Bon. Le pays qui a le plus sacrifié son industrie, ce sont les États-Unis. Si quelqu'un imagine qu'un quelconque ex-grand pays industriel va retrouver la grandeur historique des années 60, bon, c'est une absurdité totale. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens auxquels il le dit le croient. Donc, il n'y a pas cet élément-là chez Obama. Chez Trump, il y a l'élément de restaurer la grandeur. Restaurer la grandeur, ça inclut pas seulement la sidérurgie, hein, ça inclut aussi, je dirais, la suprématie de la race blanche aux États-Unis, qui est un autre sujet de débat, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais il y a alors, Obama propose une perspective qui permettrait aux Américains de préserver une position dont il faut bien reconnaître qu'elle est en déclin. Ce que dit Trump et son engagement, c'est « nous allons restaurer un pouvoir qui s'évanouit ». Et l'accusation principale contre les démocrates, c'est d'être responsable du déclin. Parce qu'une autre politique le permettrait. Et l'autre politique, c'est restaurer la puissance militaire, d'abord, et donc la capacité d'effroi que l'on suscite chez nos adversaires. Après, il bâtit son succès politique là-dessus. Est-ce que lui-même croit quelque chose de ce qu'il dit? Personnellement, je n'en sais rien. Mais ça, c'est la ligne politique. De ce point de vue-là, il y a vraiment un fossé entre Obama et Trump. On ne peut pas dire c'est là. Mais en revanche, les ambitions américaines ne sont pas si différentes. Mais ça, c'est la puissance de la géopolitique. C'est-à-dire que souvent, des régimes de nature politique très diverses se confrontent et ont à des situations et agissent en fonction de données globales qui sont les mêmes pour les deux. Merci beaucoup, Sylvain. C'était une très très bonne introduction, je trouve. Voilà, à vous de lui en demander plus. Je rappelle qu'il faut attendre d'avoir le micro pour que les vidéos puissent ensuite vous entendre et qu'on entende votre voix dans les vidéos. À vous. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, d'abord, j'ai une question précise sur l'Iran. Vous nous avez dit que c'est des gens dans l'entourage de Donald Trump qui lui avaient fait comprendre qu'une riposte militaire
dans le cas saoudien, n'était pas raisonnable. Je comprends donc qu'il y a dans l'entourage de Trump des gens raisonnables sur la question iranienne. Et ce que je me suis posé comme question à l'époque, c'est que pensaient ces gens-là du retrait de l'accord iranien? Parce que ce qu'en disait Trump, enfin on n'entendait que Trump dire c'est un terrible deal, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens autour de lui pour lui dire en fait, notamment par exemple grâce à Laurent Fabius, c'est un deal plutôt costaud que par rapport à ce qu'on pourrait négocier? Première question, pardon. Et deuxième question sur les grandes tendance de sa politique, est-ce qu'il n'y a pas aussi, donc c'est un peu un biais professionnel, il y a la prime à l'unilatéralisme et la défiance absolue du multilatéralisme. Donc il l'a plus ou moins, enfin théorisé c'est un grand mot, mais dit explicitement à l'ONU, c'est-à-dire qu'il se méfie des organisations internationales et il prend ses décisions sans consulter ceux qui traditionnellement sont considérés comme des alliés des États-Unis. Sylvain? Alors, sur la première question, il faut rappeler que vous avez raison, mais des gens le lui ont dit. Quand il a... Non, mais il y a eu des gens... Par exemple, McMaster, Matisse, comment s'est appelé le type qui était au State Department, le premier qu'il a nommé, Tillerson. Tillerson, ils étaient tous hostiles à la sortie de l'accord avec l'Iran. Ils l'ont dit. Ça a été publié, ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils étaient hostiles. Donc c'est pas que ces gens-là... Il y a toujours... Si vous voulez, quand vous créez une administration, c'est une administration assez imposante. Je fais une incise. Jusqu'à ce jour, une administration, en gros, c'est 4000 personnes. Hein, ce qu'on appelle l'administration centrale de Washington, c'est-à-dire les ministères, la Maison-Blanche, les ministères, les grandes agences. Voilà, puis c'est à peu près 4000 personnes. Et à des postes de direction. Et c'est la première fois depuis une éternité qu'il y a quelque chose comme... Il y a plusieurs centaines de postes qui ne sont pas pourvus, y compris au State Department, y compris au département d'État. Il y a des postes d'ambassadeurs qui ne sont pas pourvus. Enfin, c'est bon. Je referme la parenthèse. Pour en venir à votre question, oui, vous avez raison, les gens lui disent, et je pense que ces gens existent encore. C'est pas seulement qu'ils le disent aujourd'hui, ils l'ont dit, il y a tout le temps eu des gens à la Maison-Blanche pour lui dire. D'abord, il y a pour plusieurs raisons. Chez les Républicains, dès le départ, il y a eu des gens pour dire, bon, c'est un dingo, mais on aura des gens sur la place et on va le limiter. Il y a eu des... Moi, j'ai lu dans des articles dans la presse américaine absolument sidérants. Des gens à de très hauts postes racontent dans le livre de Woodward, on lui cache des documents. On ne les lui montre pas. On lui montre à la dernière seconde un document à signer en lui disant non, mais tout va bien, vous avez qu'à signer. Et comme il n'aime pas lire, il signe assez facilement. Et donc non mais il y a des témoignages de l'intérieur de la Maison-Blanche qui racontent ça, qui racontent comment on gère Trump. La prime à l'unilatéralisme, alors ça c'est quelque chose de très très ancré. Trump, là, rejoint une vraie tradition américaine. Par exemple, aux États-Unis, dans l'extrême droite américaine et dans la droite nationaliste, pas seulement l'extrême droite. Par exemple, ça date de l'anti-wilsonisme, par exemple. Et Wilson... Le traité de Versailles n'est pas signé, n'est pas ratifié. Bien entendu, mais bien entendu. Et il y a un aspect un peu intéressant, c'est que quand on... Vous savez ce que veut dire internationalist? Ça ne veut pas du tout dire internationaliste en américain. Ça veut dire qu'on s'intéresse au monde. Et il y a ceux qui s'intéressent aux États-Unis et qui se foutent du monde. Bon. Donc, cette idée-là que l'unilatéralisme est prioritaire, c'est-à-dire, il faut voir quelle est sa conséquence. Si on considère que l'unilatéralisme est prioritaire, à ce moment-là, l'ordre mondial instauré sur les cendres de la chute du Reich, cet ordre-là est caduc, puisque cet ordre a précisément été instauré pour mettre fin à toute possibilité d'unilatéralisme. Bon, alors, ça a quand même créé une ère où il y avait deux puissances au lieu d'une, mais il y avait une bipolarité, et il y avait un espace, et il y avait un droit international valide. Chez Trump, il y a très clairement une détestation du droit international. Et ça remonte, ça a des sources extrêmement profondes dans la droite américaine et dans le nationalisme américain. De quel droit des organisations internationales imposeraient-elles leur vision,
leur conception à notre État qui est souverain et qui est la plus grande nation du monde. C'est-à-dire l'exceptionnalisme américain, on y met ce qu'on veut dedans, mais la notion d'exceptionnalisme américain est extraordinairement puissante aux États-Unis, et elle inclut entre autres le fait que personne d'autre ne va décider à notre place de ce qui est bon pour nous. Donc, et à commencer par les organisations internationales. Alors là, vous avez tout à fait raison, hein, c'est très important ce thème-là. Ça n'est pas, je veux dire, la grande tradition américaine récente, depuis Kennedy, disons, même avant, depuis Wilson, mais n'allait pas en ce sens-là, même s'il y a toujours eu des éléments de cet ordre-là, quelles que soient les présidences américaines. Mais chez Trump, ce n'est pas un élément, c'est l'élément vraiment majeur, hein, c'est un élément absolument fondamental. D'autres questions? Derrière et devant, voilà. Oui, juste pour appuyer ce que dit Sylvain, une forte proportion des congressistes élus n'ont pas de passeport. Ah, mais bien sûr. Parce qu'ils sortent jamais des États-Unis. Non, non, mais c'est pas une blague. C'est une forte proportion, je ne sais plus laquelle, mais 40%, quelque chose comme ça. Enfin, je préface mes remarques en disant que je suis américaine expatriée à Paris depuis 10 ans, même avant. Vous avez tout à fait raison, à mon sens, de mettre l'emphase sur la continuité de une certaine idéologie américaine à propos de la nation. Mais entre Obama, par exemple, et Trump, vous l'avez dit, vous avez parlé des moyens de manque de négociation, l'ignorance énorme. Abyssale. Vraiment, il n'y a pas de mots pour en parler. Vous avez dit qu'il ne lit pas, il n'écoute pas les spécialistes. Bon, mais vous n'avez pas... il y a une chose quand vous avez dit qu'il menace, il bully les autres, et puis quand les choses s'évoluent contre ses intérêts par rapport à sa base, il commence à reculer. Mais moi, je crois qu'il propose des choses outrancières pour venir en sauveur ou pour se montrer raisonnable quand il décide de reculer. La question, c'est à propos de l'économie et sa politique économique par rapport à la Chine et par rapport à... Vous avez mentionné l'industrie, mais il y a les paysans, l'agriculture. C'est un désastre, vraiment, qui ne va pas peut-être nuire à son passage prochain. Merci. Sur l'ignorance, je sais pas. Un jour, j'étais dans une ville qui s'appelle Hartford, Connecticut. À l'université du Connecticut. Voilà. Alors, à l'université à Hartford, c'était la ville de Mark Twain. Et donc, j'ai été voir la maison de Mark Twain. Et comme dans tous les musées, qui a été transformé en musée, à la fin, il y a une librairie. Donc, j'ai commencé à regarder. Il y avait un bouquin dedans. Et il y avait marqué phrase célèbre de Mark Twain. Mais comme Mark Twain en disait 3 par jour, ça faisait 800 pages, etc. Et donc, j'ai ouvert le bouquin comme ça. Et la première que j'ai lue, c'était vraiment stupéfiant. La première phrase, c'était « La clé du succès en Amérique. Beaucoup d'ignorance, beaucoup de confiance en soi. » Et franchement, c'est une forme de définition absolument extraordinaire de Trump et d'une certaine Amérique, il faut le dire, et d'une certaine Amérique. Mais je voudrais... alors, sur la question de l'économie, quand même, il y a une différence fondamentale entre la manière de... Enfin, Trump n'est pas vraiment un isolationniste en termes de politique globale, mais il y a des éléments d'isolationnisme très puissants. Anti-mondialisation. Ah oui, très puissants.
c'est pas seulement anti-mondialisation, c'est vrai sur le plan, alors on l'a évoqué, sur le plan géopolitique, c'est-à-dire il est contre l'Europe pour une raison simple, c'est plus facile de négocier avec chaque pays séparément. Voilà. Et l'Amérique imposera plus facilement sa force. Voilà. C'est vrai, honnêtement, il n'y a pas d'autre raison. Voilà. Et puis aussi, alors après, je ne sais plus trop, mais est-ce qu'il y a chez lui une vraie conviction dans l'importance de la nation? Je ne sais pas. Il a parlé du conflit entre Kurdes et Turcs comme étant un conflit tribal. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'il a comme rapport à la nation précisément? Qu'est-ce qu'il entend par le terme de nation? Honnêtement, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, sur la question de l'économie, bon, d'abord, moi, je ne suis pas un économiste, mais mon sentiment, c'est que il fait avec la Chine, il procède avec la Chine de la même manière qu'il a essayé de procéder avec l'Iran, etc. C'est que d'abord, il essaye de faire très peur, et qu'ensuite, systématiquement, face aux réactions, il commence à transiger là, à transiger à côté, à reculer, à faire d'autres propositions, etc. Voilà. C'est ça qu'il fait. Il peut pas en faire trop, pour une raison simple, c'est qu'il a une échéance électorale, il ne peut pas... S'il y a un sujet, aujourd'hui, qui peut avoir, non pas une unanimité aux États-Unis, mais quand même une très grande majorité, où on trouve... Si, par exemple, on peut trouver des démocrates qui disent « mais quand même, il a des qualités, cet homme-là. S'il en a une seule, ce serait laquelle ?» Eh bien, ils vont vous répondre « c'est le rapport à la Chine. » Oui. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que s'il y a un bon point chez Trump, c'est qu'il tient tête aux Chinois. C'est-à-dire que là où Obama cherchait à négocier, à transiger, il essaye de rétablir un rapport de force. Pour le moment, il faut bien voir les choses, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le creusement du déficit extérieur continue. Il continue, il est ralenti, mais il continue. Soit avec, soit contre. C'est-à-dire d'alliance possible. Entre la Chine et le... Entre les autres pays. Pour faire... Entre les autres pays et les États-Unis face à la Chine? Face à la Chine ou face à... C'est-à-dire que l'OMS ne fonctionne plus. Et donc... l'OMC, pardon, ne fonctionne plus. Pardon, l'OMS, ce serait pour Trump, peut-être. Juste une chose, je vous suggère, c'est pas pour faire de la publicité, mais pour comprendre la violence des rapports économiques, il faut prendre des petits pays relativement, et pas des tout très grands. Donc prenez dans le livre L'état du monde de cette année, l'article qui est consacré à la renégociation de l'ALENA avec le Mexique et le Canada. C'est hallucinant. Hallucinant, c'est des méthodes de gangsters, mais c'est du chantage, c'est de la violence, c'est des gens humiliés, c'est quand même des alliés fondamentalement, c'est pas des ennemis en tout cas. Ils les traitent comme des chiens, mais vraiment c'est stupéfiant. Ça vaut de lire ce papier parce que c'est pas la Chine, et c'est pas la Russie, et c'est pas l'Iran, c'est deux pays importants, c'est pas l'Europe. Voilà, c'est le Mexique et le Canada qui sont très importants pour l'économie américaine, en plus. C'est pas du tout une question secondaire. C'est stupéfiant quand on lit le détail. Et c'est lié au problème des réfugiés. Oui, enfin, en l'occurrence, là, c'est vraiment que du commerce. Hein. C'est vraiment... qui va m'acheter mon lait et qui va m'acheter mon maïs et qui va... C'est vraiment ça, quoi. C'est extraordinairement éclairant, quoi. Enfin, je pense que les négociations sur le lait, le maïs et toutes sortes de choses existaient déjà avant même les décisions. C'est-à-dire que dans des négociations commerciales, les négociations commerciales sont sans doute les négociations les plus à la fois dures qu'on puisse connaître. Hein. Ça touche au portefeuille et ça se passe pas autrement des négociations. Mais si tu veux, la nouvelle ALENA est une catastrophe pour les Canadiens et pour les Mexicains. Et de même qu'imposer le soja pour les producteurs américains, ça peut lui coûter très cher. Franchement, ça peut lui coûter très cher, politiquement. Ici.
Je voudrais revenir sur l'exemple le plus récent des incohérences de Trump, qui est sa décision dimanche soir d'un retrait du nord-est de la Syrie, suivi le lendemain d'un tweet comme quoi il n'abandonnerait jamais les Kurdes. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a sur place, et c'est un peu dans la foulée de ce que vous avez dit tout à l'heure, comment gérer Trump, est-ce qu'il y a sur place, du côté du Pentagone, une marge de manœuvre, en quelque sorte, possibilité de traîner des pieds sur une décision ou par exemple, de reconvertir des forces sous une forme plus discrète. Est-ce qu'il y a une possibilité, encore une fois, d'amortir ces décisions à l'emporte-pièce? C'est pas une possibilité, c'est ce qu'ils font. Pardon, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font depuis qu'il est rentré à la Maison-Blanche. Et à plusieurs... Déjà, il avait annoncé une fois le retrait des forces américaines, et puis il est revenu sur son annonce. C'était pas la première annonce. Donc, il y a quand il y avait Mattis au Pentagone, c'était visiblement quotidien, mais ça le servait. Ça le servait parce qu'il montrait qu'il y avait du débat à la Maison-Blanche, et voilà. Mais ça le servait jusqu'au jour où c'était trop et il s'est séparé de Mattis. Mais donc, ce qu'on peut difficilement savoir, moi je ne suis pas un spécialiste de la Maison-Blanche, je ne sais pas comment exactement ça fonctionne à l'intérieur, mais je me demande s'il y a des gens qui savent vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur. Woodward pourrait savoir, peut-être, des gens comme ça. Et encore, il paraît que son livre est décevant, je ne l'ai pas lu, moi. Et donc, mais c'est évident qu'il y a des gens qui doivent lui dire et faire mal. Ce qu'il y a surtout, c'est des gens qui cherchent à le gérer, lui. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Dans tous les ministères, il y a des gens, ils réfléchissent à la manière de lui présenter les choses. Par exemple, une des questions que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour l'attraper à un moment où on peut capter son attention. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est vrai. Et donc, on sait qu'il a une capacité d'attention relativement restreinte. Il y a des gens qui disent 3 minutes, 4 minutes, est-ce que je sais... Donc, il faut l'attraper à un moment où on a une chance d'avoir son écoute, quoi. Et donc, pas pendant qu'il regarde un match à la télé. Alors là... Une autre question derrière, et puis là. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation. Et j'avais une question, alors c'est peut-être un peu auto-centré, mais concernant la France et la place que la France occupe dans l'esprit de Trump. Et parce que vous avez dit, enfin vous avez rappelé qu'il est imprévisible et binaire. Donc il a des amis ou des ennemis. Et on voit dans la stratégie, par exemple, de Macron, du président Macron, qu'il veut se positionner en tant qu'ami des États-Unis, comme la France a souvent été au cours de l'histoire. Et donc ma question est, est-ce que Trump considère véritablement la France comme un ami, excusez-moi, et quelle place elle occupe, notamment dans les négociations au Moyen-Orient ou en Afrique? Je vais essayer de vous répondre calmement. C'est-à-dire que je ne pense pas que Trump considère la France. Il a un regard utilitaire. Mais il a un regard utilitaire sur tout. On parlait du racisme. Il a un regard utilitaire sur le racisme. Il a un regard utilitaire sur la France. Donc, il aime la France quand la France lui est utile, il n'aime pas la France quand la France lui est pas utile. Il n'a rien d'autre comme rapport. Alors, je pense que sa connaissance de la France, c'est Baguette, Béret et Brigitte Bardot. Ça s'arrête à Brigitte Bardot, si vous voulez. Et donc, au-delà, je ne suis pas sûr. Mais vraiment, il y a une méconnaissance très profonde. De ce point de vue-là, il incarne vraiment une Amérique profonde. Hein. C'est extraordinaire de voir combien c'est l'antithèse d'un Obama, quoi. C'est ahurissant, presque. Et donc, c'est difficile de répondre à votre question. Ce qui compte pour lui, c'est éviter une quelconque puissance politique européenne. Ça, c'est très important. De ce point de vue-là, il est absolument ravi par le Brexit. Pour lui, ça sert ses intérêts. Ça sert les intérêts américains. C'est-à-dire que ce qu'il voit, c'est qu'une Europe sans la Grande-Bretagne, enfin, la Grande-Bretagne est dehors, et c'est une Europe amputée, c'est une Europe qui a moins de capacité. Donc pour lui, ça, c'est intéressant. De la même façon, il cultive les relations avec certains régimes d'Europe de l'Est, les Polonais, les Lituaniens, les Hongrois, à qui il accorde plus d'attention, les Slovaques. Il leur accorde plus d'attention, et parce que tout ce qui peut être déstabilisateur pour la très précaire Union européenne, pour lui, c'est tout bénéfice. C'est le regard qu'il porte. Mais ça,
c'est parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, il pense que l'Amérique est plus forte si elle est en vis-à-vis dans une relation binaire entre avec un autre pays tout seul qu'avec l'Europe unifiée. Donc il n'y a pas de détestation spécifique vis-à-vis des Belges ou vis-à-vis d'une autre nation ou des Français. Ils sont fous, c'est pas son... Voilà. Donc merci pour vos interventions. Moi, il me semble que finalement, d'après la grille de lecture que vous avez donnée, il est vain de se demander si la politique de Trump est efficace ou essayer de chercher des nuances. Parce que vous avez dit plusieurs choses. Vous avez dit, d'une part, pour lui, il y a le bien, il y a le mal. Bon. Donc tout est binaire. Vous avez dit que finalement, c'était un suprémaciste blanc. Et donc, je rebondissais par rapport à la première question sur l'accord avec l'Iran. Moi, il me semble qu'il a dit, qu'il a pris le pouvoir, que ce qu'il voulait faire d'abord, c'était défaire ce qu'avait fait Obama. Bon. Donc, ce qu'a fait Obama, c'est le mal. Et puis, vous avez dit aussi une chose qui est très intéressante. Vous avez dit finalement, peu importe le résultat avec Trump, c'est-à-dire que on se moque de savoir si c'est efficace. C'est l'apparence qui compte. Bon. Donc là, on essaie de dire, se poser la question de savoir si c'est bien, enfin, je veux dire, s'il y a un résultat, finalement, c'est pas le sujet avec lui. C'est pas le résultat qui compte. Donc, moi, il me semble que la lecture qu'on peut avoir, d'après ce que vous avez dit, c'est que ce qui comptait dans l'accord avec l'Iran, c'était de le défaire parce qu'Obama l'avait fait. Bon. Après, peu importe qu'il ait un accord à minima, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de montrer à ses électeurs qu'il a défait ce que Obama avait fait. Et finalement, comme il n'agit que par rapport à ses électeurs, vous nous avez dit que le monde international, ce n'était pas une réalité pour lui. Ça ne compte pas, ça. Ce qui compte, c'est l'apparence qu'il peut avoir devant ses électeurs. Donc là, on est bien trop subtil, finalement, dans toutes nos analyses, parce que... Il ne faudrait pas penser qu'il n'a que des échecs. Parce que certains de ces échecs sont perçus, sont portés à son crédit dans l'opinion américaine. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que... On parlait de l'ordre qui est né de la Seconde Guerre mondiale. Il a vraiment, dans sa tête, c'est un ordre qu'il déteste. C'est un ordre qui est néfaste à l'Amérique, de son point de vue. Donc, il réussit à le défaire. Il faut rappeler quand même que l'accord avec l'Iran a été ratifié par 2 décisions du Conseil de sécurité. Il est inscrit dans le droit international. La COP 21, c'est la même chose. C'est voté, ratifié par plus de 150 pays. Donc, ce qu'il fait, c'est-à-dire en ne tenant pas compte du droit international, ce qui compte dans le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, ce n'est pas le fait qu'elle soit toute seule, que personne n'a suivi. C'est quand même assez impressionnant. Les Brésiliens l'ont dit, les Costa-Ricains, etc. Pour le moment, personne n'a encore suivi. Et même s'il y en avait 5 ou 6 qui suivaient, ça n'est pas un succès, mais c'est quand même un succès. Parce que ça montre qu'il est possible d'agir sans tenir compte du droit international. Et ça ouvre des brèches de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la capacité, de ce point de vue, je dirais, à être néfaste, pas que je sois personnellement un fanatique de l'ordre tel qu'il est né de la Seconde Guerre mondiale, mais les fondements de cet ordre, c'est-à-dire les droits de l'homme, etc., ces fondements-là sont inestimables. Or, sur ce terrain-là, Trump progresse, impose des choses. Il n'arrive pas encore à l'imposer aux autres, mais le fait même qu'on ne puisse pas empêcher les États-Unis de se comporter de cette façon est déjà en soi un succès et un élément perturbateur. Voilà. Sylvain, non, ce qui me gêne dans ce que vous dites, monsieur, c'est il y a, du point de vue de Trump et de son électorat, il y a, voilà, ce que vous avez dit, pas de problème. Mais du point de vue du reste de la planète, qui quand même existe, il faut mesurer, comme dit Sylvain, les risques et les catastrophes que ça peut entraîner. Et on est passé à côté de plusieurs. Je vais vous donner juste un exemple, parce qu'il est très peu connu, en fait. Son premier voyage, c'est en Arabie Saoudite.
il fait un truc qu'aucun président américain n'a fait parce qu'ils avaient un peu plus quand même de background. Même le fils Bush, on l'avait un peu shooté. Voilà. On ne se met pas, quand on est les États-Unis, dans les mains d'une puissance, quelle qu'elle soit. Il se met dans les mains des Saoudiens. Il décide qu'il n'y a rien de plus important que les Saoudiens. Au passage, MBS, Mohamed Ben Salman, lui dit on va faire l'embargo contre le Qatar. Oh, il dit pas de problème. Il donne son feu vert. Sans demander à personne. C'est la même chose, sans demander à personne. Alors là, c'est la danse du sabre, et à la fin de la danse du sabre, on se rassied, on dit « Ah ben, pas de problème ». On est passé à côté, non seulement d'un embargo, mais d'une invasion physique, militaire, du Qatar. Et à ce moment-là, Tillerson lui dit « Mais monsieur le Président, on a la plus grande base américaine au Qatar. » Et Tillerson, regardez dans Google, hein, fonce 2 jours après à Qatar pour dire non, 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 non. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas d'accord. Mais on ne peut pas non plus vivre au rythme de l'analphabétisme, des pulsions. C'est très dangereux. C'est-à-dire, il y a un aspect qui est vraiment dangereux, quoi. C'est pas, je suis d'accord avec vous. Ce que je voulais dire, c'est comment on peut le comprendre. Voilà, c'est pour le rendre. Ah. C'était juste comment comprendre. Comment. C'était juste avoir une grille de lecture qui permet de comprendre comment il raisonne, si on peut appeler ça un raisonnement, de manière à pouvoir ce qu'il soit un petit peu prévisible. Il y a un débat qui monte aux États-Unis. Après, évidemment, il fait des catastrophes dans le monde, mais ça, c'est un autre. Presque Dieu, c'est un autre. Il y a un débat qui monte aux États-Unis. Il est sous menace d'impeachment. Il y a des élections dans 1 an et 1 mois. S'il les perd, ou bien si l'impeachment avance, ce qui n'est pas acquis, est-ce qu'il peut, alors il y a toutes sortes d'idées, faire un coup d'État, est-ce qu'il peut récuser, par exemple, est-ce qu'il peut dire que les élections ont été truquées, que donc refuser de quitter la maison, est-ce que c'est possible? Bon, qui, ni vous, ni... Enfin, moi, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas jusqu'où peut aller et jusqu'où ça peut le porter lui. Parce que finalement, il peut aussi perdre les élections, dire qu'il les réfute et être obligé d'évacuer les lieux, parce que ce sera comme ça. Bon. Mais il vient d'annoncer qu'il n'irait pas au Congrès, là, déjà. Là, il vient d'annoncer qu'il n'ira pas au Congrès, oui. Ce qui pose un problème constitutionnel non négligeable. Donc, honnêtement, je crains qu'il n'y ait pas de réponse au problème que vous posez. Ça fait 3 ans que ça dure, 3 ans qu'autour de lui, les gens essayent de le gérer au mieux. Voilà, y compris des gens qui sont... Parce qu'il a aussi, faut dire les choses, un type comme Bolton, par exemple, est un type qui n'est pas moins fou que Trump. Mais il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais je veux dire, autour de lui, il a aussi des dingos. Hein. Il y a De Vos, la bonne dame qui s'occupe qui a le ministère de l'Éducation, c'est un truc absolument délirant. C'est délirant, ce qu'elle fait. Donc, il y a des gens comme ça, puis il y a d'autres gens qui sont des serviteurs de l'État, des républicains, et qui essaient de faire comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, voilà. Mais c'est... la question que vous posez, je pense que même les gens qui sont proches de lui se la posent, quoi. Comment on fait? Une dernière question. Compte tenu de tout ce que vous dites, moi, il y a quand même une chose qui m'étonne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une opposition plus importante aux États-Unis vis-à-vis de lui? Une opposition? Oui. Autrement dit, est-ce qu'il peut perdre les prochaines élections? Ah oui, je pense. Moi, alors, je me suis trompé la première fois, je peux me tromper une fois de plus, mais je pense... Mais la première fois, je dirais que 98% des gens s'étaient trompés. Tout le monde pensait que Clinton allait gagner. Là, ça n'est pas le cas. Les sondages, c'est un peu... Ça commence, mais c'est un... Bon. Pour l'instant, il est donné battu, mais on ne sait pas encore qui est le candidat républicain. Il est donné battu par Biden, par exemple. Voilà. Donc, mais en revanche, je m'inscris en faux sur ce que vous dites. Je pense qu'il y a eu, dès l'arrivée de Trump, il y a eu un phénomène émergent extraordinaire dans la jeunesse. Moi, j'ai fait pour la revue américaine un sujet là-dessus, sur l'émergence toute la mouvance Sanders. Mais elle s'est beaucoup élargie depuis, sur les 3 années écoulées.
Et maintenant, ce sont des gens d'une énergie absolument extraordinaire, qui sont incroyablement mobilisés, qui n'ont rien lâché durant ces 3 ans. Il y a eu énormément de choses qui ont émergé aux États-Unis. Et on en entend très peu parler. oui, c'est vrai. C'est nos médias aussi. Hein. C'est nos médias à nous, oui, c'est ça. C'est nos médias à nous, mais aux États-Unis, vous lisez, il y a tout le temps des choses, mais tout le temps des initiatives qui sont prises. Oui. C'est même, je dirais, il y a quelque chose d'assez intéressant, moi, je trouve. Par exemple, le mouvement qui soutient Sanders s'appelle Democratic Socialists. Et donc les démocrates socialistes. Et c'est ce que dit de lui-même, voilà. Et puis il y a aussi une gauche démocrate qui est incarnée par Elizabeth Warren et d'autres, et des gens comme ça. Les jeunes femmes aussi, les jeunes femmes. Et puis il y a l'émergence à l'intérieur du Parti démocrate de toute une jeune génération d'élus, essentiellement des femmes. Et ça, c'est vraiment un changement. Alors, la seule chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un phénomène qui est extraordinairement marquant aux États-Unis, c'est que quand vous demandez aux gens, mais c'est quoi être socialiste pour vous? Ils répondent, il faut que l'État ait plus de place. Il faut que l'État ait plus de place. Il faut restaurer le rôle de l'État. Il faut plus de régulation, il faut que l'État s'occupe de la santé des gens, il faut que l'État s'occupe de l'éducation. Il faut arrêter avec cette privatisation générale de tout. Il y a des secteurs qu'il faudrait extraire, les transports publics. Et donc, il y a une forme de... Mais c'est un mouvement extraordinairement puissant. Il y a un article de Corinne Lane dans Le Monde, je pense que c'est celui d'aujourd'hui ou celui d'hier, je l'ai lu ce matin, c'est peut-être hier, c'est sur il y a un économiste français qui s'appelle Zuckman, et son prénom, je ne sais plus, qui est un spécialiste, il travaille avec Piketty, c'est un spécialiste des questions d'inégalité. Et comment ? C'était hier. Eh bien, il y a un aspect intéressant, c'est il raconte comment, en fait, la gauche démocrate vient les voir, ils servent de conseiller à la gauche démocrate, et que le principal thème, éventuellement, qui pourrait être celui de la campagne, c'est la question des inégalités sociales. Et là-dessus, il y a une redécouverte aux États-Unis, mais je dirais qui va beaucoup plus loin qu'en France, vraiment. Merci beaucoup à Sylvain Sipel.